Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'entame aujourd'hui un vlog lecture puisque déjà ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et j'avais envie de vous proposer des lectures, des one-shots à lire. Vous l'aurez très certainement vu dans une précédente vidéo, je ne l'ai pas encore tournée, ni filmée, ni uploadée, ni quoi que ce soit, mais pour vous elle est déjà sortie. J'ai craqué au niveau de mes achats livresques du mois de février notamment. J'ai acheté beaucoup de livres. Ça allait pas fort en vrai et du coup j'ai craqué, j'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup acheté de livres, mais sur les livres que j'ai achetés j'en ai pas lu grand chose, donc il est temps de commencer à les découvrir. Et pour le moment, le titre qui me fait le plus envie dans ma pile à lire de mes achats de février, c'est Les Naufragés de l'île Tromelin d'Irène Frein. Ici, j'ai la version poche éditée chez J'ai lu. J'adore la couverture, je la trouve magnifique. J'adore les couleurs et les jeux de couleurs. Bref, une couverture trop jolie et j'ai trop hâte de démarrer cette histoire. Pour rappel, je suis fan de littérature maritime et surtout de littérature maritime qui parle de naufrage, d'histoire de naufrage, de naufragés, qu'elle se termine bien ou mal. J'adore. Et cette histoire-là est une histoire vraie, ça s'est passé au XVIIIe siècle. Un navire de commerce a embarqué illégalement des esclaves pour les revendre sur une île, je crois que c'était à l'île Maurice. Mais malheureusement, au cours de ce voyage maritime, le navire va faire naufrage et il va y avoir de nombreux morts. Mais il va aussi y avoir de nombreux survivants qui vont pouvoir aller se réfugier sur l'île Tromelin, qui est malheureusement pour eux une île très inhospitalière et surtout très petite, je crois qu'elle fait 1 km². Bref, les hommes blancs libres se retrouvent mêlés aux hommes et aux femmes esclaves noirs qu'ils gardaient prisonniers jusqu'au naufrage et ils vont devoir donc survivre sur cette île inhospitalière. Personnellement, je vais arrêter le résumé ici. Je sais ce qu'il se passe ensuite. C'est notamment le sujet d'un podcast. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Un podcast qui est vraiment très bien réalisé, très bien narré. Donc si vous êtes curieux mais que vous ne voulez pas forcément lire ce livre, vous pouvez aller écouter cet épisode. Mais au niveau du résumé, je vais m'en tenir là puisqu'après je considère ça comme du spoiler même si c'est le sujet de base de l'histoire. Et c'est notamment écrit sur la 4e de couverture. Bref, on va suivre l'histoire de ces naufragés et comme je vous le disais, c'est une histoire vraie. Mais je ne sais pas à quel point Irène Frein s'est inspirée de ces faits réels, si elle les relate à 100% ou si elle a brodé autour de ce qu'elle sait et de ce qu'elle a trouvé au cours de ses recherches. Je ne sais pas, je le découvrirai au fil de la lecture. En tout cas, le livre est sorti en 2009. Je n'avais jamais entendu parler de ce titre avant de le voir dans la collection proposée au Musée National de la Marine. Et bon, la couverture m'a intriguée. Quand j'ai lu le titre, je me suis dit « Hey, mais je connais cette histoire !» Et voilà, résultat des courses, il s'est retrouvé dans ma valise et j'ai trop envie de le lire. J'ai réécouté le fameux podcast il y a quelques jours pour avoir un petit peu tous les éléments de l'histoire en tête. Et j'ai terminé hier soir mon livre précédent, donc tous les voyants sont ouverts pour démarrer cette lecture. En plus, ce sera ma première lecture pour le Blossom Spring Challenge et techniquement ma deuxième lecture pour le Shiny Spring Challenge, puisque le roman que je viens de finir peut rentrer dans une des catégories. Enfin bon, vous l'avez compris, dans ce vlog, je vais lire Les Naufragés de l'île Tromelin, et si j'ai le temps, je lirai une autre lecture, mais je sais pas encore laquelle. Ça dépendra de mon humeur du moment, ça dépendra de si j'ai des réservations de la médiathèque qui sont disponibles pour un retrait. On verra bien de quoi la vie sera faite. En attendant, moi je vous retrouve très bientôt pour un petit update sur cette lecture.
Ah oui, là, elle a débordé. Wow. Bon, donc là, on est censé avoir une route. Les champs et la route pour retourner à la civilisation. Sauf que, bah voilà, il n'y a plus de route, il y a juste du sol. Hier à la même heure, il y avait de l'eau à peu près jusque ici. Cette barrière-là, elle était quasiment submergée. Et aujourd'hui, bah, c'est redevenu, pas forcément à la normale, puisqu'ici c'est sec depuis des années. Mais c'est redevenu praticable. Je pensais pas vous faire un vlog à thème avec les pluies torrentielles et les inondations. Mais niveau eau dévastatrice, entre la lecture et les clips précédents, je crois qu'on est plutôt pas mal. Bref, je vous ai pas pris depuis quelques jours parce que forcément entre le travail, j'ai fini assez tard samedi soir et du coup je suis allée retrouver mes parents que j'avais pas vus depuis plusieurs jours qui rentraient de voyage. Et avec la pluie, ben vous l'avez vu avec les clips précédents, mais forcément la conduite avec les routes inondées, c'est pas trop ça. Du coup, j'ai préféré rester bien à l'abri chez mes parents. De toute façon, la route que je dois emprunter pour rentrer chez moi était sous l'eau. Donc, en fait, il était hors de question de prendre la voiture et de sortir. Je suis restée tranquillement chez mes parents. J'ai continué la lecture des naufragés de l'île Tromelin. Et je viens pour vous en faire un petit point. Je suis aux 2/3 de cette lecture. Un petit peu moins des 2/3. Je dirais que je suis à 65% à vue de nez. Bref. C'est trop bien, c'est addictif. J'ai eu de temps en temps un petit peu de mal avec la plume d'Irène Frein puisqu'elle a tendance à s'attarder sur certains événements, enfin surtout certaines actions, et il y a quelques redites qui m'ont gênée, du moins qui n'avaient pas d'intérêt dans le récit, mais en dehors de ça, c'est trop bien. Je crois que même si vous n'êtes pas amateur, amatrice de littérature maritime, ça peut vous plaire puisqu'on se concentre surtout sur l'aspect historique et l'aspect de la survie. Et finalement, même si oui, ça se passe au milieu de l'océan Indien et oui, évidemment, il y a un gros champ lexical de l'univers maritime, finalement, c'est pas tant que ça et c'est surtout pas gênant, comme ça pouvait être le cas dans Les naufragés du Voyager de David Grann, où là, il y avait énormément de vocabulaire autour des bateaux et de la vie maritime, et là ça pouvait être un petit peu plus compliqué de se mettre dans la lecture. Ici c'est pas du tout le cas, c'est très accessible et en fait c'est vraiment trop bien. La preuve c'est que j'ai relevé pas mal de citations. D'habitude je fais ça juste au début du livre, au début de ma découverte du titre, parce qu'il y a certaines citations que j'aime bien et j'aime bien vous les proposer sur Instagram avec mon post sur le livre et ma critique sur le livre. Mais j'essaie de sélectionner des citations qui ne sont pas spoilantes et qui ont un intérêt quand même à découvrir à la fois la plume de l'auteur ou de l'autrice et l'histoire.
Mais là, il y en a tellement qui me plaisent et qui pourraient être spoilantes pour vous que du coup, j'ai pas forcément envie de vous dévoiler, mais que personnellement, j'adore, que ce soit pour la plume ou pour les événements qui se passent ici. Bref, je suis trop contente d'avoir acheté ce livre et de l'avoir si peu laissé traîner dans ma pile à lire. Je vais faire une toute petite partie de spoiler, donc je vous invite à vous rendre au timecode qui est affiché ici. Parce que je vais rentrer un petit peu plus dans les détails de l'histoire des naufragés de l'île Tromelin. Donc si jamais vous avez l'intention de lire incessamment sous peu ou pas ce roman et que vous ne connaissez pas l'histoire, que vous n'avez jamais écouté le podcast dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, je vous invite à passer cette partie. Si jamais vous vous êtes déjà intéressé à cette histoire, vous savez que les Blancs et les Noirs se sont retrouvés naufragés sur cette île du danger et qu'ils se sont plus ou moins alliés pour bâtir un bateau et pouvoir s'échapper de cette île de mort. Et que malheureusement, le bateau qui a été construit n'était pas à la bonne taille pour embarquer tous les survivants et que les Blancs ont abandonné les esclaves malgaches sur cette île. C'est ce qui fait aussi tout cet aspect incroyable de cette histoire puisque les naufragés blancs ont mis genre 2 ou 3 mois avant de pouvoir se sauver de cette île alors que les naufragés noirs, les esclaves, eux, ils l'ont quitté au bout de 15 ans. Pour ceux qui ont fini par survivre, puisqu'il y en a beaucoup qui ont essayé de quitter cette île et qui n'en sont jamais revenus. Enfin, du moins, on a perdu toute trace d'eux, donc a priori, ils se sont noyés en cours de route. Et donc, pour les derniers survivants qui ont pu être sauvés, c'était 15 ans plus tard. Et ici, avec ce spoiler, je voulais surtout vous partager une partie de la discussion qu'aurait eu Castellan, le premier lieutenant qui a pris en charge le sauvetage et la survie de tous ces survivants de l'île. Donc la discussion qu'il a eue avec une personne de confiance qui était juste à côté de lui. Et donc il lui dit notamment au cours d'une discussion: il aurait fallu que j'attende qu'une tempête ou qu'une grande marée achève de démembrer la carcasse et me serve des poutres aux mesures du bateau que je voulais construire. Mais chaque heure comptait, Erga. J'ai dû commencer tout de suite, et plier devant la cruauté du sort. Au lieu des 45 pieds de long sur 15 pieds de large que j'avais d'abord prévu, la prame ne saurait dépasser 32 de long sur 12 de large. Ne pourrons donc y embarquer que nos 120 hommes d'équipage. Et encore, à grande peine, à condition qu'ils se collent les uns aux autres comme des sardines dont les ancêtres de Lafargue bourraient leur caque. Par conséquent, les Noirs, que je suis allée en personne supplier de m'aider, Erga, tous ces hommes et toutes ces femmes qui, depuis 3 semaines, n'arrêtent pas de se démener sur le chantier sans que j'aie à les houspiller, tous ces esclaves de qui je souhaite mieux me faire comprendre en demandant à Joseph de m'apprendre quelques rudiments de leur langue, tous, entendez-vous, je vais devoir les laisser derrière moi. Ils vont devoir rester, Erga, je vous l'annonce. Je vais devoir les abandonner. Je vous avoue que ça m'a foutu, pas forcément un coup au moral, mais enfin si, un petit peu quand même, puisque je savais que c'était pas l'idée de base d'abandonner les esclaves sur cette île et que Castellan y avait été contraint, mais de lire une partie de la conversation qu'il a pu avoir avec cette autre personne de confiance qui s'avère être Erga, qui était le chirurgien de bord, ben c'est assez poignant. J'arrête ici ma partie spoiler puisque de toute façon ça sert à rien de trop rentrer dans les détails. Comme je vous le disais, il y a un podcast qui raconte très bien cette histoire là et dans tous les cas vous pouvez lire aussi le titre qui est hyper intéressant. En fait on pourrait lire ce livre sans être forcément attaché au contexte historique et sans forcément surtout être attaché à la véracité de ce qui s'est passé, puisqu'ici Irène Frein elle s'est basée sur une enquête qu'elle a effectuée elle-même qui est très poussée. Elle s'est basée sur des documents qu'elle a trouvés et notamment les témoignages de 2 des survivants qui ont chacun à leur façon transmis leur histoire de survie. L'un d'entre eux a été identifié comme étant Erga, le chirurgien de bord, qui était donc le docteur de l'époque. Et l'autre s'appelle Kérodic, c'était l'écrivain de bord, celui qui notait tout ce qui se passait, quel cap on tenait, à quelle heure, bref, tous les événements de la vie du bateau. 2 personnes qui n'étaient donc pas des marins de base, mais qui étaient quand même affiliés à la marine, puisqu'ils auraient pu exercer leur métier ailleurs que sur un bateau, mais ils avaient choisi de le faire auprès de la Compagnie des Indes, qui était la
la marine marchande finalement. Bref, Irène Frein se base énormément sur ces deux témoignages-là et elle arrive à retracer un petit peu le fil des événements au travers de ces deux témoignages et des cartes qui ont été retrouvées. J'aime beaucoup puisque même si on a très peu de dialogues, et encore c'est pas des vrais dialogues, ce sont plutôt des extraits de conversations qu'auraient potentiellement eu certains personnages entre eux, l'autrice elle apporte finalement énormément de vie dans son récit. On a principalement, majoritairement, les points de vue des blancs, puisque malheureusement, à ma connaissance du moins, puisque j'ai pas terminé le livre, mais je crois bien qu'on n'a eu aucun récit, aucun témoignage des esclaves qui auraient pu survivre à cette tragédie. D'ailleurs, la seule personne rescapée qu'on ait pu identifier, c'est une jeune fille à l'époque du naufrage qui s'appelait Simiavo ou Semiavou selon la prononciation qu'on choisit. Donc à l'époque du naufrage, elle était âgée de 15 ans et voilà, c'est la seule qui, je pense, aurait pu témoigner, laisser une trace de ce qui s'est passé, de son récit, mais ça n'a pas été fait. Donc c'est assez compliqué d'avoir le point de vue des Malgaches ici dans cette histoire. Mais Irène Frein a quand même interprété le point de vue de ces esclaves de façon fictive, je pense, et quand même assez romancée, mais du coup ça ne me gêne pas du tout, au contraire ça me permet d'être quand même plus plongée dans cette histoire de survie auprès des Noirs, auprès des esclaves malgaches, et de finalement plus m'identifier à l'autre partie des rescapés. Bref, je n'ai qu'une hâte, c'est de le terminer. Je pense que ça sera peut-être chose faite ce soir, voire demain matin. Il me reste plus énormément puisque le roman s'arrête ici. Il me restera quelques pages encore après si j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. C'est la postface de Max Guérou qui est l'archéologue qui a travaillé sur cette île Tromelin. Le soleil fait n'importe quoi aujourd'hui, mais dans tous les cas, je vais terminer ce roman très rapidement et je reviens vers vous quand c'est chose faite. Je vous retrouve, on est le lendemain, le 12 mars. J'ai terminé hier soir le roman Les naufragés de l'île Tromelin et j'en ai profité ce matin, juste avant de tourner cette vidéo, pour lire la postface de Max Guérou et je viens juste pour vous confirmer que cette lecture a été, je peux pas dire un coup de cœur, mais c'est très certainement une lecture marquante, la lecture marquante de 2024, il y a de fortes chances, mais surtout une des lectures marquantes de mes années de lectrice, je pense. C'était l'histoire en elle-même était trop bien, c'était extraordinaire, mais c'est ancré dans l'histoire avec un grand H. Mais j'ai surtout adoré la façon dont Irène Frein a abordé ces événements réels et les a romancés entre guillemets, puisqu'elle s'est quand même basée sur des documents qui existent réellement, mais elle a quand même transformé ça d'une façon à ce qu'on puisse découvrir cette histoire avec une facilité déconcertante. Bref, c'était un roman passionnant mais aussi révoltant et je vais essayer de pas spoiler, mais c'est révoltant dans le sens où quand on arrive à la fin, on s'intéresse surtout à la dimension de la traite des Noirs qu'on appelait communément comme ça à l'époque, qui est tout simplement l'esclavagisme. Et donc on s'intéresse à la façon dont ces événements narrés ici ont été l'un des piliers des textes qui ont abordé l'abolition de l'esclavage, qui a définitivement été mis en place une centaine d'années plus tard. Je ne peux que vous recommander de découvrir ce titre, surtout si vous êtes fan de littérature du réel, pas forcément de littérature maritime, puisque en fait cette histoire elle peut parler à tout le monde, mais donc surtout si vous êtes fan de littérature du réel, c'est-à-dire d'événements qui ont réellement existé, qui se sont réellement passés, des histoires et des destins qui ont réellement existé. Et j'ai aussi beaucoup apprécié la façon dont Irène Frein s'est inspirée des documents qui ont réellement existé mais qui proviennent de la part des blancs, des survivants, des naufragés qui se sont échappés assez vite. Elle a quand même basé l'histoire, le point de vue des esclaves malgaches qui, eux, sont restés bien plus longtemps sur l'île. Elle a donc basé leur histoire sur les souvenirs et ce qu'en disent les blancs et elle n'a pas inventé finalement le destin des malgaches. Elle aurait très bien pu inventer le point de vue de ces malgaches de façon tout à fait fictionnelle, mais elle ne l'a pas fait. Et alors au début ça m'a fait un petit peu tiquer parce que par définition on n'a que le point de vue des blancs, mais finalement j'ai
beaucoup apprécié sa vision des choses puisque elle se base donc uniquement sur les faits réels et sur les documents qu'elle a retrouvés. Et tout le côté survie finalement de ces esclaves, il est plutôt abordé par Max Guéroux qui est donc juste à la fin avec la postface grâce à ses mises à jour et à ses analyses, à ses études faites sur tout ce qui a été retrouvé sur l'île Tromelin à partir des années 1950 jusqu'à nos jours. En bref, lisez-le, vous ne serez pas déçus. Et comme j'ai terminé ce livre et que il me reste encore un peu de temps avant la clôture de ce vlog, j'ai décidé de rester dans le thème de la littérature de mer et j'en profite pour sortir de ma pile à lire Remarkably Bright Creatures de Shelby Van Pelt. Celui-ci, c'est donc une lecture en VO qui risque de me prendre un peu plus de temps au niveau de la lecture puisque c'est écrit, c'est pas très gros en fait, mais je pense que l'histoire va pas mal m'intéresser. Pour rappel, on va suivre ici, c'est totalement fictionnel pour le coup, on va suivre ici une femme assez âgée, je crois qu'elle a dans les 65-70 ans. Et elle travaille de nuit dans un aquarium pour pouvoir joindre les deux bouts financièrement. Elle va se lier d'amitié avec une pieuvre, qui apparemment a des secrets à lui confier quant à la disparition de son enfant qui a eu lieu il y a une 30aine d'années. Bref, je reste totalement dans le thème de l'eau avec cette lecture. Je sais pas si je l'aurai terminée d'ici la fin du vlog. Ça paraît quand même peu probable puisque du coup là je reprends le travail aujourd'hui. Donc je vais avoir un petit peu plus de difficulté à lire beaucoup sur mes journées. Mais on verra bien. Et je pense que je vais en profiter aussi pour entamer une lecture audio puisque j'ai acheté avec mon crédit audio qui me restait d'Audible L'art meurtrier du lait de coco de Mia Manansala, je crois si je me trompe pas. C'est le premier tome d'une série de cosy mystery aussi gourmande puisque ça va tourner autour de la cuisine philippine. Et dans ce titre-là, du moins dans le premier, on va suivre notre héroïne, notre personnage principal dont j'ai oublié le prénom. Elle travaille dans le restaurant de sa tante ou de sa grand-mère, je sais plus. Bref, elle travaille dans un restaurant familial autour de la cuisine philippine donc. Et elle va se retrouver à mener l'enquête autour de la mort de son ex-fiancé qui se trouve être un critique gastronomique et qui a mangé dans ce fameux restaurant familial juste avant de mourir. Je pense que c'est une lecture qui va m'accompagner sur mes heures de ménage, cuisine et de marche puisque il fait enfin beau. Le soleil est revenu, donc j'hésite à aller au travail à pied. Ça me prendrait 35-45 minutes par trajet, mais je me demande si je vais pas faire ça et donc en profiter pour écouter cette lecture audio. Donc la prochaine fois qu'on se retrouve, j'aurai avancé dans l'une des deux lectures, voire les deux. Décidément un vlog à thème puisque je me suis lancée dans un curry végétarien au lait de coco avec des carottes et des patates douces. Et ici, il y aura le riz. Et le repas est servi. Je vous retrouve quelques jours plus tard puisque j'ai bien avancé dans ma lecture de Remarkably Bright Creatures. Ici, je suis à, je dirais, un petit peu plus du tiers, environ un tiers de ma lecture. Et j'aime beaucoup, c'est de l'anglais qui se lit très facilement. Il y a quelques mots de vocabulaire autour, évidemment, de la vie maritime. Mais en dehors de ça, l'anglais est vraiment très accessible, donc c'est plutôt cool. On suit ici plusieurs points de vue. Il y a notamment évidemment celui de Tova Sullivan qui est donc cette dame de 70 ans qui a perdu son enfant il y a environ 30 ans dans des circonstances non élucidées. Donc on la suit de temps en temps au niveau du point de vue. Enfin c'est plutôt le narrateur qui suit ce personnage-là, ainsi qu'un autre personnage qui s'appelle Cameron, qui est un jeune homme d'une 30aine d'années à qui la vie ne sourit pas forcément, il n'y a rien qui réussit. C'est un peu...
C'est pas forcément un cassos parce que il essaie, c'est juste qu'il n'y arrive pas, mais il essaie de trouver du travail, il n'y arrive jamais, il est jamais gardé dans ses boulots, sa copine vient de le larguer et de le jeter de leur appartement. Bref, ça se passe pas super bien pour lui et j'arrive pas encore à savoir pourquoi on suit ce personnage, on n'a pas encore de lien identifié entre lui et l'histoire de Tova. Et on suit aussi évidemment le point de vue ici de Marcellus qui est cette pieuvre géante du Pacifique. Et je pense que c'est mon point de vue préféré puisqu'en fait c'est Marcellus qui nous parle directement à nous lecteurs, il s'adresse à nous et il y a un petit ton d'humour que j'aime beaucoup. En fait on a l'impression que c'est un peu presque comme un grand enfant qui nous parle et en fait il voit la vie humaine au travers de ses yeux de pieuvre évidemment et c'est assez déconcertant mais j'aime beaucoup. Alors au niveau de l'histoire pour le moment, il se passe pas grand chose. En fait je pense que c'est un livre dans lequel il va pas y avoir énormément d'action. Comme je vous le disais, je suis à environ un tiers et pour le moment on a suivi Tova, elle a rencontré officiellement Marcellus qui est donc la pieuvre qui vit dans l'aquarium où Tova fait le ménage de nuit. Et il commence à lier une amitié assez exceptionnelle et très émouvante. D'ailleurs, en parlant d'émotions, je pense que ça va être un livre qui va très certainement me faire pleurer à la fin puisque, comme je vous le disais précédemment, Tova a perdu son fils il y a une trentaine d'années dans des circonstances assez bizarres. Il a tout simplement disparu, on n'a jamais retrouvé son corps. On estime qu'il a disparu en mer, mais en fait, on l'a jamais retrouvé, donc on n'en est pas forcément sûr. Et au moment où on suit Tova, donc dans le présent, 30 ans plus tard, elle a perdu son mari il y a quelques années, donc elle est veuve et elle vient de perdre son frère. Donc en fait, elle se retrouve seule, même si elle n'était pas forcément proche de son frère. On voit sa vie en tant que femme d'un certain âge, puisque pour rappel, elle a 70 ans et elle a plus de famille autour d'elle, puisque ses parents sont morts depuis longtemps. Son frère vient de décéder, son mari est décédé il y a quelques années et son fils, elle l'a perdu il y a de ça plusieurs décennies. Bref, elle est seule et on la retrouve face au deuil finalement, au deuil d'une famille qui est plus ou moins proche d'elle et je trouve ça hyper émouvant, hyper attachant. Donc je pense qu'ici on va explorer vraiment le thème du deuil, pas forcément dans ce côté angoissant et ce côté très triste, mais plutôt dans le sens où comment on l'aborde en tant que personne d'un certain âge avec une certaine expérience de la vie. Et j'ai aussi la sensation qu'on va aussi aborder le sujet de l'amour quand on est vieux entre guillemets, quand on a passé la soixantaine, quand on a déjà été marié, quand on a déjà eu une grande histoire d'amour, puisqu'il y a un personnage qu'on suit de temps en temps, son point de vue est pas forcément le plus important mais on le retrouve sur certains chapitres. C'est un homme d'une soixantaine d'années qui, on le sent, il est très attiré par Tova et il aimerait bien être plus qu'une connaissance pour elle. Bref, en somme, j'apprécie beaucoup, je mets juste un temps fou à le lire puisque comme je vous le disais précédemment, la lecture en VO, même si j'apprécie, je suis hyper lente pour avancer dans mes lectures en anglais. Et puis j'ai eu pas mal de boulot ces derniers jours, du coup j'ai pas forcément eu le temps de lire à part le soir en allant me coucher, mais du coup je suis éclatée donc je lis un chapitre ou deux et après je m'endors. Mais bon, demain c'est journée repos, je me demande même si je vais pas aller à la plage et profiter pour continuer cette lecture. Et j'ai aussi commencé ma lecture audio de ce premier tome de Cozy Mystery de Mia Manansala. C'est donc L'art meurtrier du lait de coco. J'en suis à presque la moitié de cette écoute, assez bizarrement. J'ai pas mal avancé surtout aujourd'hui puisque j'ai fait un peu de ménage, un peu de cuisine avant d'aller au boulot cet après-midi. C'est assez sympa. On suit ici Lila qui est revenue dans sa ville de Shady Palms, sa ville natale qu'elle avait quittée pour aller à la fac à Chicago. Et au bout de 3 ans à Chicago, elle s'est rendue compte que c'est pas forcément que la vie urbaine ça lui convenait pas, mais surtout son fiancé l'a trompée avec plusieurs femmes. Et quand elle s'est rendue compte de ça, elle a tout plaqué et elle est revenue à sa ville natale. Il se trouve que Lila, elle est orpheline, mais elle a été élevée par sa famille élargie, notamment sa tante, sa grand-mère, qui tiennent un restaurant de cuisine philippine, mais aussi ses 3 marraines qu'elle appelle le club du calendrier, puisque ces marraines
Je crois qu'elles ont toutes le même prénom, mais elles ont choisi pour se différencier des noms de mois. Donc il y en a une qui s'appelle April, une autre qui s'appelle May et l'autre qui s'appelle June. C'est donc pour ça qu'elles les appellent le club du calendrier et je trouve ça trop drôle. Bref, ça fait 1 an qu'elle est revenue, elle a retrouvé ses marques et elle travaille non-stop dans ce fameux restaurant de cuisine philippine tenu par sa tante et sa grand-mère. Il se trouve que son ex-copain du lycée qui s'appelle Derek, entre-temps il est devenu critique gastronomique entre guillemets et il a pris pour cible depuis quelque temps le restaurant de sa famille. Il publie des critiques quand même pas mal négatives mais il a quand même l'habitude de venir manger presque tous les jours au restaurant, sauf qu'un beau jour il va tout simplement décéder au restaurant après avoir mangé évidemment la cuisine philippine et surtout le dessert que Lila vient de lui servir. Donc évidemment la jeune femme devient très vite suspect numéro 1 et le restaurant est fermé pour de nombreuses semaines, le temps que l'enquête se déroule et qu'on puisse trouver le coupable. Donc, pour sauver sa famille de la banqueroute et accessoirement prouver son innocence, Lila se retrouve à mener l'enquête avec sa meilleure amie et des amis qu'elle commence à se faire au fur et à mesure de ses rencontres. J'apprécie beaucoup, même si ça sera pas un coup de cœur, parce que la Cozy Mystery en général c'est sympa, mais ça m'aide surtout à avoir des lectures juste chill, légères. C'est aussi très gourmand puisqu'on parle évidemment pas mal de cuisine philippine, mais aussi d'autres cuisines puisque au cours de son enquête, Lila va visiter les différents restaurants qui ont eux aussi reçu des critiques assassines de la part de Derek. Donc elle va goûter les plats de ces autres cuisines du monde. Au moment où j'en suis de mon écoute, elle est en train de dîner avec ses amis dans le 2e restaurant qui a reçu des critiques assassines. Sauf qu'à chaque fois, elle se régale. Et en fait, je trouve ça trop bien puisqu'elle est pas forcément chauvine. Elle dit pas oui, la cuisine philippine, c'est la meilleure puisque je suis moi-même philippine, nanana, nanana. Non, elle goûte. Le premier, c'était, elle a goûté de la cuisine américaine. Et là, elle est dans un restaurant mexicain. Et en fait, à chaque fois, elle dit, mais c'est juste, c'est trop bon en fait. Et je trouve ça trop cool qu'il y ait cette ouverture d'esprit. D'ailleurs, en parlant d'ouverture d'esprit, il y a des représentations assez sympas. Déjà, Lila, forcément, puisqu'elle est philippine d'origine, elle est issue de l'immigration. Sa meilleure amie, elle provient d'une famille pakistanaise et il y a une autre origine, je sais plus bien laquelle. Elle est musulmane, elle est lesbienne et elle est végétarienne. Je trouve ça vraiment trop chouette. Et les love interests sont aussi assez sympas puisque ils sont aussi issus de l'immigration. Mais aussi du métissage puisque je crois que c'est leur mère qui est coréenne et leur père qui est américain. Bref, du coup je trouve ça assez chouette et je dis oui les love interests puisque je viens de le découvrir, mais 2 d'entre eux en fait sont frères. Enfin, je m'emballe peut-être un peu trop puisque je sais pas si ce sont vraiment des love interests, mais en fait ce sont des personnages masculins qui je pense seront récurrents dans la série. Mais ils sont assez attachants et on sent que Lila, elle est quand même, elle est attirée physiquement par eux. Bref, j'apprécie beaucoup mes 2 lectures et je pense que je vais vous retrouver dans quelques jours quand j'aurai terminé ces 2 lectures puisque au moins pour l'art meurtrier du lait de coco, il me reste environ 5 heures d'écoute et comme demain j'ai prévu pas mal de ménage et de route, je pense que ça va se passer tout seul. Et je vais mettre un peu plus de temps pour terminer Remarkably Bright Creatures, mais j'ai très envie de savoir la suite et de le binge-reader, donc je pense que demain, en dehors des corvées, ça va être lecture, lecture, lecture. J'ai fait le banana bread de l'art meurtrier du lait de coco. En fait, j'ai retrouvé la recette qui avait été publiée par le compte de la maison d'édition Cherche Midi Éditeur, donc sur Instagram. Et je m'étais dit qu'un de ces 4, j'allais me lancer. Du coup, je me suis lancée aujourd'hui, comme ça j'aurai du petit déjeuner pour demain. Et puis si je me balade, j'aurai quand même un encas. Et il me fait trop envie. Ça sent super bon. Il y a pas mal d'épices à l'intérieur et j'ai envie de l'attaquer tout de suite. C'est dimanche matin, je continue mon écoute de l'art meurtrier du lait de coco en ménage.
Je vous retrouve, on est le 21 mars, il est grand temps de conclure ce vlog puisque oui, j'ai terminé les 3 livres. Dimanche dernier, le jour donc où je suis allée à la plage, j'ai terminé L'Arbre meurtrier du lait de coco. J'étais à fond dans ma lecture en fait, il me restait plus grand chose quand je suis allée à la plage puisque le temps que je fasse le ménage, j'avais beaucoup avancé dans mon écoute de cette lecture et le temps de faire l'aller, le retour, c'était bien 2 heures plus tard. Il me restait peut-être 2 heures de lecture, je dirais. Donc en fait, je l'ai terminé le jour même. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, le banana bread que j'ai fait, c'était sympa, mais c'était trop lourd, trop sucré. Il y a beaucoup trop de miel dans la recette. C'était sympa, mais c'est pas une recette que je referai. Et ça m'a beaucoup fait penser à un carrot cake avec les épices, sauf que il y avait pas de carotte, il y avait de la banane à la place. Bref, trop sucré pour ma part. Mais revenons-en au livre, donc, L'Arbre meurtrier du lait de coco, le premier tome d'une série de Cozy Mystery qui s'appelle La cuisine mortelle de Tita Rosie, je crois. Eh bien, c'était sympa, c'était rafraîchissant, au niveau du schéma, du meurtre, du crime, tout ça, c'était sympa, ça casse pas 3 pattes à un canard non plus, mais bon, c'était chouette. J'ai pas forcément vu venir le final, mais c'était cool. Je dirais qu'il y a quand même pas mal de similitudes avec les enquêtes d'Anna Svensson, la série de Cozy Mystery que je suis déjà depuis un petit moment, qui est elle, tout aussi gourmande. Déjà, c'est basé autour de la nourriture. Alors ça, c'est pas pour me déplaire, au contraire. Mais ici, avec Mia Manansala, on est plutôt autour de la cuisine autour du monde, donc c'est plutôt chouette. Mais au niveau des similitudes, le côté famille, il est beaucoup présent. Le côté multiple love interest est là aussi un peu trop présent. Bon, la romance prend pas autant de place, mais je sens que ça va doucement s'installer et qu'on va avoir un triangle amoureux. Enfin, un triangle amoureux. Lila va s'intéresser à plusieurs hommes à la fois qui, eux, vont tout faire pour être avec elle. C'est un peu du copier-coller avec Anna Svensson, mais bon, on verra bien. D'autant plus qu'ici, les love interest, y en a un qui est dentiste, comme avec Anna Svensson. C'est un peu dommage d'ailleurs, avec tous les métiers qui existent. Avoir un dentiste dans les 2 séries, bon. Alors certes, ils sont différents au niveau de leur caractère, mais ils sont dentistes, quoi. Mais bon, je pense que ce que j'ai préféré dans ce premier tome et dans cette série, puisque je pense que je vais lire au moins le tome suivant, c'est plutôt le côté métissage, immigration qui est quand même pas mal présent puisque pour rappel Lila elle est issue de l'immigration, elle vient des Philippines, enfin sa famille vient des Philippines, sa meilleure amie elle est d'une famille pakistanaise et les principaux personnages masculins sont eux issus de l'immigration dans le sens où leur mère est américaine et leur père est coréen ou alors c'est l'inverse, je sais plus. Bref, c'est un vrai melting pot et ça, c'est super chouette à découvrir. Donc voilà, comme je vous le disais, une lecture sympa, rafraîchissante, et je lirai le tome 2. Ensuite, j'ai terminé Remarkably Bright Creatures de Shelby Van Pelt il y a 2 jours. En fait, je voulais faire la conclusion de ce vlog hier, mais j'avais encore trop de mal à vous parler de ce livre parce que les larmes me venaient un peu trop souvent, puisque oui, j'ai pleuré. Je l'avais prévu. Et puis après, au fil de ma lecture, je me suis dit, bon, finalement, je vais peut-être pas tant pleurer que ça, parce que ça reste quand même assez prévisible. Mais les 20-30 dernières pages, j'ai fait que chialer comme un gros bébé. Et c'était trop beau. C'est pas que j'ai pleuré parce que j'étais triste et tout ça, c'est juste que c'est beau, c'est émouvant, c'est touchant. Et même si on s'attend à certaines révélations, que nous, en tant que lecteurs, on a compris depuis longtemps, mais que les personnages, eux, découvrent au fil de la lecture et surtout vers la fin, ça m'a pas empêché d'être super triste et émue, en fait, de cette situation qu'ils étaient en train de vivre. Bref, c'était vraiment super chouette. Là aussi, je vais veiller à garder un œil pour une possible traduction en français parce que il n'existe qu'en VO ou en italien, en allemand, en espagnol, mais pas en français, ce que je trouve super dommage. Donc j'espère qu'il va être traduit assez rapidement, parce que franchement, c'était une très très chouette lecture. Alors oui, il faut pas s'attendre à de l'action, c'est plus un roman tranche de vie, un roman où on découvre une psychologie de certains personnages, la psychologie de Marcellus ici, qui est notre pieuvre géante du Pacifique, que j'ai adoré. En fait, tous les chapitres où c'est Marcellus qui nous parle à nous, lecteurs, c'était mes chapitres préférés. C'était trop bien. À chaque fois qu'on le quittait, je me disais pourvu qu'on le retrouve très rapidement.
Et le dernier chapitre où il nous parle, j'étais en larmes de la première phrase à la dernière phrase, littéralement de la première phrase à la dernière phrase, parce que oui, chaque phrase compte dans le monologue de Marcellus et c'était vraiment hyper touchant. Je pense qu'il sera l'un de mes personnages préférés de 2024, tout roman confondu. C'est vous dire à quel point j'ai apprécié cette lecture. Et enfin, en début de vlog, j'ai terminé Les naufragés de l'île Tromelin de d'Irène Frein. Désolée, c'est un appel important, il faut que je prenne. Me revoilà, je vous disais donc que j'ai terminé Les naufragés de l'île Tromelin en début de vlog, mais en fait j'ai commencé le montage, ce début de vlog entre guillemets, c'est genre la moitié du vlog où je vous parle de ce livre, donc je vais être très brève, j'ai adoré, c'est trop bien, je vous le recommande, que vous soyez fan de littérature de la mer ou pas, mais surtout si vous êtes fan de littérature du réel, de romans historiques et de faits qui ont eu un impact plus ou moins important sur l'histoire avec un grand H. Vraiment, c'était trop bien. Voilà qui conclut assez rapidement, j'espère, ce vlog que personnellement j'ai adoré filmer. Ça m'a fait du bien d'avoir des lectures qui me plaisent, qui m'ont conquise, qui m'ont fait pleurer aussi. Et donc des lectures que je vous recommande très chaudement. Dans tous les cas, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude. À liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Aussi à me retrouver sur Instagram si vous ne me suivez pas encore. Le compte c'est le métronome en papier, comme ici. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Bye bye!